Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale consacrée à l'actualité au lendemain du Conseil des ministres tenu le 4 décembre dernier, présidé par le chef de l'État, chef de gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema. Un Conseil des ministres au cours duquel on a fait le tour de la question relative aux investissements déployés par le gouvernement sous le regard du président de la République dans le cadre du suivi des projets prioritaires initiés par le numéro 1 gabonais allant dans le sens de l'amélioration des conditions d'existence des populations gabonaises. Au cours de ce Conseil des ministres, un point a également été fait sur une opération initiée il y a quelques mois par le ministère de l'économie relative donc à la lumière qui devait être faite sur les contrats signés par l'État et certains propriétaires dans le cadre des baux administratifs. Des chiffres ont été officiellement annoncés par le communiqué final du Conseil des ministres. On fera le point sur cette actualité tout en mettant également le curseur sur l'annonce faite par le Conseil des ministres, celle relative à la contribution des populations gabonaises à l'effort national dans l'optique du suivi de certains projets initiés également dans le domaine des infrastructures à travers le paiement d'une taxe, la taxe forfaitaire d'habitation adossée aux factures d'électricité de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Une annonce qui suscite déjà le débat, notamment dans les quartiers populaires et même dans certains salons feutrés de la République. Pour faire le point sur cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de cette édition spéciale deux invités. Je reçois Georges Mpaga en sa qualité du président du conseil d'administration du rôle BG, mais également sénateur élu lors des élections locales. Monsieur Mpaga, bonjour. Bonjour, cher ami. Et je reçois aussi Pierre Minsa, leader de la société civile, président de la MSTGV, la Madjed syndicale des travailleurs vaillants du Gabon. Monsieur Minsa, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'être autour de la table pour que nous fassions le point donc sur l'actualité qui prévaut dans notre pays. On l'a dit au lendemain de la tenue du Conseil des ministres, au cours duquel évidemment l'annonce a été faite en ce qui concerne donc l'acquittement par les populations gabonaises d'une nouvelle taxe, la taxe forfaitaire d'habitation. Allons dans le détail de ce communiqué du Conseil des ministres rendu officiel. Donc, le Conseil a pris acte des orientations du chef de l'État relatives à l'élargissement de l'assiette fiscale par l'instauration d'une taxe forfaitaire d'habitation applicable à l'ensemble des logements résidentiels comme professionnels selon une classification fondée sur les zones et caractéristiques géographiques. Cette taxe fera l'objet d'un prélèvement mensuel adossé à la facturation d'électricité, la SEG étant retenue comme opérateur de collecte. Les zones rurales seront exemptées pour la première phase. L'entrée en vigueur est prévue pour 2026, conformément au pacte fiscal républicain visant à renforcer l'équité contributive et à garantir les moyens nécessaires à la politique nationale de relance. Le rendement attendu de ce prélèvement est fixé à environ 2,8 millions de francs CFA. Voilà. Georges Mpaga, quelle est votre première réaction après justement la lecture de ce communiqué final du Conseil des ministres qui fait état du paiement de cette taxe forfaitaire d'habitation? L'État souhaite donc collecter dans une première phase 2,8 milliards de francs CFA qui seront donc utilisés pour permettre qu'il y ait un suivi de certains projets, notamment initiés par le gouvernement. Bon, ok, c'est une initiative louable qui traduit vraiment la volonté du président de la République, la volonté du pouvoir exécutif de la Ve République d'innover et de donner aux Gabonais les moyens, notamment dans ce contexte-là, d'accéder à un logement décent.
c'est une volonté politique, c'est une volonté qui est exprimée surtout dans le projet de société du président de la République. Aujourd'hui, on est à plus de 80% des Gabonais qui n'ont pas accès à un logement décent, qui vivent dans des bidonvilles, dans des quartiers sous-intégrés, alors que le Gabon est reconnu comme pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure. C'est le pays le plus riche d'Afrique. Donc il faut aller, je vais dire, il faut même un passage à l'échelle. Au-delà de cette taxe, il faut créer les conditions nécessaires, créer les mécanismes nécessaires à l'accès au logement pour tous. Cela doit être un objectif du gouvernement. Si un pays qui n'a pas les mêmes potentialités et qui est, comme le Mali, peut construire 30 000 logements par an, les ambitions du gouvernement gabonais, pays riche, avec une faible population, devaient être à un niveau plus élevé. Donc je salue cette initiative. Maintenant, il faut aller en profondeur pour voir comment la matérialiser, la faisabilité. Je suppose qu'il y a eu une étude de cette faisabilité. On nous a indiqué que c'est au travers de la SCG que la collecte va se faire, mais il est nécessaire même de faire d'abord, dans un premier temps, un inventaire exhaustif de tout ce qu'il y a comme logement au Gabon, comme bâtiment au Gabon. Ça, c'est le premier pas. À partir de cela, on pourra déterminer comment orienter de façon efficace et efficiente cette volonté politique. Pierre Bensa, donc, le gouvernement l'a annoncé lors de ce Conseil des ministres-là. Il s'agit donc de pouvoir participer à l'élargissement de l'assiette fiscale à travers le paiement de cette taxe forfaitaire d'habitation, puisque le gouvernement dit vouloir l'appliquer dès l'année 2026. Dans une première phase, il s'agira donc de pouvoir, après acquittement et collecte de cette taxe, surtout de la part de la SEG, qui est donc le collecteur qui a été désigné par le gouvernement, pouvoir mobiliser la somme de 2,8 milliards de francs CFA. Merci Ange. Je voudrais faire une petite analyse, que les gens me comprennent bien. L'ADNAP-GS a été mis en place avec la mise en place des 3 fonds économiquement faibles, privés, publics, pour soutenir l'ADNAP-GS. Il a été mis en place une taxe qui s'appelle la contribution spéciale de sécurité, contribution, la C2S. C2S. La C2S, elle est prélevée obligatoirement dans tout achat qui est effectué par le consommateur. Un achat qui repose sur une facturation. Ça veut dire que quand vous prenez même le crédit pour appeler, vous payez la C2S. Quand vous allez en vol, vous payez la C2S et elle représente 1% du montant que vous dépensez. La C2S. Cette C2S-là, quelle est son utilité aujourd'hui? Quand on sait que l'ADNAP-GS est dans l'incapacité totale de payer les pharmacies. L'ADNAP-GS est dans l'incapacité totale d'innover les plateaux techniques au niveau des hôpitaux. Le consommateur devient de plus en plus victime. Pourquoi? Parce que quand il va à l'hôpital avec la carte ADNAP-GS, il a du mal à être servi correctement. Quand il a la chance de rencontrer un médecin et que le médecin lui prescrit une ordonnance, ADNAP-GS, il se rend à la pharmacie refuse de servir ce consommateur. Alors que mensuellement, les travailleurs sont prélevés obligatoirement, alors que la C2S qui a été mise en place, c'était pour renflouer les caisses de l'État au niveau de l'ADNAP-GS. La conséquence de cela, c'est cette taxe, vraiment à mon avis, je parle de la C2S, n'a rien apporté. Deuxièmement, souvenez-vous que quand il a été mis en place la redevance audio public et cinématographique, la RAC, les gouvernants de l'époque
pouvait faire endosser ça sur le montant qui était déjà payé par les consommateurs. Mais les opérateurs ont roulé, ont trompé les gouvernants, où on a demandé un effort supplémentaire aux consommateurs. Un effort supplémentaire aux consommateurs d'ajouter 500 francs sur, si vous voulez, si vous êtes à Canal, ainsi de suite, c'était 500. Aujourd'hui, ce n'est plus 500. Ça devient parfois 1000 francs, 2000, ainsi de suite. Vous voyez comment ça évolue? Et tout cela, qui est victime? C'est le consommateur. Est-ce que vous estimez, Non, vous, plaît. Pierre Mensah, que cette taxe forfaitaire Non, d'habitation est une taxe supplémentaire? Permettez. Et moi, Pierre Mensah, j'ai soutenu l'arrivée de la CFU, la contribution foncière unique. Je soutiens. Mais on vient encore de créer là une autre taxe sur l'habitation. Sur l'habitation. C'est une taxe de trop. Trop d'impôts sur l'impôt. S'il est question de chercher les niches fiscales, le gouvernement peut procéder autrement. Je m'en vais vous dire donc comment le gouvernement peut procéder. Nous savons que parmi les opérateurs économiques qui opèrent au Gabon, les entreprises, il y en a qui ont bénéficié des exonérations. Exonération dans quel sens? En ce sens que vous dites au ministère de l'économie que nous voulons importer les contreplaqués. C'est un exemple. On vous donne une exonération rien que pour les contreplaqués, mais dans le conteneur qui amène vos contreplaqués, vous mettez tout là-dedans. Vous voyez? Ça veut dire que vous avez bénéficié non seulement de l'exonération sur les produits contreplaqués, mais de tous les autres produits qui sont dans ce conteneur-là. C'est un manque à gagner à l'État. Voilà donc là où on peut déjà chercher de l'argent. Parce que les exonérations qui ont été accordées aux uns aux autres, et ces entreprises-là, pour la plupart, ces entreprises sont membres de la FEG. Ces entreprises sont membres de la FEG. D'accord, mais sauf que... Donc, c'est une taxe pour moi, c'est une taxe de trop. Le gouvernement de la République va, dans les prochains jours, s'adonner à une opération de communication afin de pouvoir mettre en relief les éléments pratiques par rapport à les modalités pratiques. Oui, monsieur les modalités pratiques qui peuvent nous amener à mieux comprendre l'instauration du paiement de cette nouvelle taxe. Monsieur Ange, nous ne sommes pas contre la réforme. Quand on doit mettre une réforme qui touche la vie des populations, ça doit être d'abord au préalable une consultation avec ces populations-là. Consultation. Via les partenaires sociaux? Non, via les partenaires. Associations des consommateurs. Voilà, via les partenaires. Et quand on dit partenaires, il n'y a pas que les partenaires, syndicats et autres. Via les partenaires. Ça veut dire qu'avant que de proposer cela au Conseil interministériel, le ministre en charge de l'économie qui a proposé cela devait d'abord se rapprocher des associations, des partenaires, pour qu'on en discute. D'accord. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, par exemple, Georges Ompaga, le Conseil des ministres du 4 décembre dernier a été on ne peut plus clair par rapport aux mobiles qui emmènent le gouvernement au pouvoir instaurer à partir de 2026 cette taxe forfaitaire d'habitation en disant qu'elle contribue à renforcer l'équité contributive. Il y a certaines voix qui s'élèvent et qui disent peut-être que on parle d'équité contributive, certes, mais qu'il y a des propriétaires, ceux qui sont propriétaires de logements cossus, plus importants. Est-ce que déjà, à ce moment-là, cette taxe-là devait être la même par rapport Nous sommes d'accord sur le principe. Par rapport au coût. Nous sommes d'accord avec le principe de... Est-ce que le coût devait être le même de cette taxe? Selon le type, selon le type de moi, logement. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, il aurait été judicieux de procéder, dans un premier temps, à une évaluation de l'ensemble, vraiment, je vais dire une étude exhaustive sur l'existant, sur tout le potentiel de logement au Gabon. Je pense qu'il y a au moins 300 000 logements, environ 300 000 logements, les logements de haute
standing, de moyen standing et les hauts et de bas standing. Mais sauf c'est que sur là, cette base qu'il aurait été nécessaire. Oui, ce sont les logements résidentiels résidentiels et professionnels qui ont été bon, identifiés. voilà, ça c'est une option. C'est une option. Car cela ne tienne, c'est une option, mais l'évaluation, de notre point de vue, donc une étude exhaustive aurait été un préalable pour déterminer vraiment l'ampleur de la chose. Mais qu'à cela ne tienne, si ce processus découle de la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder au logement, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord parce que le logement fait partie des besoins essentiels de l'homme. Mais est-ce que, Georges Opaga, est-ce que le gouvernement n'a pas déjà plus ou moins simplifié la chose par rapport au coût de cette taxe quand le communiqué nous précise bien que donc la taxe sera applicable à l'ensemble de logements résidentiels comme professionnels selon une classification fondée sur les zones et caractéristiques géographiques. Ça veut dire que... Je pense que oui, voilà. tout est donc ça veut dire que la taxe ne sera pas la même selon qu'on habite dans un quartier sous-intégré par exemple ou dans une zone résidentielle. Bon, ok, sur cette base, oui. Le gouvernement a eu à aborder le processus de façon globale et holistique. Mais maintenant, nous allons effectivement constater la mise en œuvre de cette disposition, de cette taxe dans les factures de la SCG, qui a été effectivement mandaté comme étant acteur chargé l'opérateur de collecte. Du recouvrement, de la collecte des ressources nécessaires pour ce programme. Mais j'insiste sur un besoin essentiel pour les Gabonais, un besoin de premier ordre, le logement. Plus de 80% des Gabonais habitent des bidonvilles. Libreville est un bidonville. Moi, je soutiens totalement, fondamentalement, la volonté du président de la République à transformer Libreville. Il faut que les bidonvilles, on ne va pas tout raser au même moment, mais il faut progressivement nettoyer Libreville, construire des cités modernes qui vont effectivement valoriser, viabiliser notre capitale qui est une capitale où les gens construisent de façon désordonnée. C'est tout un programme qu'il faut mettre en place, c'est tout un processus de reconstruction qui est nécessaire à réaliser pour viabiliser nos villes. Non seulement Libreville, Port-Gentil, Franceville, l'ensemble des capitales provinciales pour faire du Gabon vraiment un pays attrayant. Mais quand on va à l'intérieur du pays, dans les principales villes, on constate que c'est vraiment le désordre, les gens construisent de façon anarchique, il n'existe aucun plan d'urbanisation. Donc la volonté du gouvernement est là, la volonté du chef de l'État matérialisée dans son projet de société consiste à permettre aux Gabonais d'accéder à un logement. Mais il faut créer plusieurs mécanismes. Des opérateurs économiques aussi. Il y a des investisseurs. Il y a des fonds qui investissent dans le logement, dans l'habitat. Tout dépend de l'environnement des affaires au Gabon. Il faut organiser peut-être des forums avec les bailleurs de fonds internationaux qui peuvent financer le logement. Pierre Binsa, alors, lorsque Georges Opaga parle de bidonville, de quartier donc sous-intégré, il met peut-être en relief une certaine idée soutenue et défendue par certains qui estiment qu'il faut plutôt taxer les riches. Est-ce qu'on est encore dans l'égalité ou l'équité si on devrait ne taxer que les riches en ce qui concerne justement les logements? Monsieur Ange, la taxe a une appellation, la taxe sur l'habitation. Taxe forfaitaire sur l'habitation. Taxe forfaitaire sur l'habitation, n'est-ce oui. pas? Je n'ai pas écouté un seul instant que cette taxe va servir à la construction des logements. C'est pour les logements existants actuellement. Ça veut dire que tous ceux-là qui sont dans les logements professionnels et résidentiels, ce sont ceux-là qui doivent désormais payer cette taxe. Et la finalité, c'est renflouer les caisses de l'État. Je crois savoir. Dans le but de participer non, ce n'est pas, c'est pas dans le décret là. Je n'ai pas vu ça là-dedans. Dans le but de Et contribuer, l'objectif, entre autres, justement, non, à soutenir les efforts de développement de pays impulsés par le gouvernement. S'il vous plaît. Vous savez, les travailleurs, pour un travailleur, quand il veut construire sa maison, il a au minimum 15 ans.
15 ans. Il fait des sacrifices pour avoir une maison en 15 ans. Il met en place une maison de 3 chambres. C'est beaucoup de sacrifices. À cet instant-là, j'estime qu'avant de rendre cette taxe obligatoire, en amont, il fallait d'abord faire autre chose. Qu'est-ce que j'entends par là? Autre chose. 1. Les logements dont on parle aujourd'hui, quel est le coût des matériaux de construction? Ça rentre dans la vie chère. Ça rentre dans la vie chère. Cette taxe vient de plus en plus participer à la vie chère. Or, il y a un département qui a été mis en place chargé de la lutte contre la vie chère. Mais quand on crée encore une autre taxe, c'est pour favoriser encore la vie chère. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a beaucoup de mécanismes, je vous le dis. Aujourd'hui, nous avons écouté tout ce qui a été dit pendant les procès. Les bonus de 2 milliards à gauche, les bonus de 2 milliards à droite, les bonus de ceci à machin, puisque l'unité monétaire de vol au Gabon est devenue milliard. Cet argent doit être récupéré. Mettons les mécanismes en place pour que cet argent soit récupéré. Bon, imaginez un seul instant. Le SMIC est de combien aujourd'hui au Gabon? Le SMIC est de 80 000, partant de 2003. Qui vit avec 80 000 encore au Gabon? Le SMIC n'a jamais, depuis 2003, le SMIC n'a plus jamais été, je voudrais dire, revu à la hausse. Par contre, le sac de riz est parti de 5 000 à 12 000. Les petits sacs de riz. Vous voyez? Et le SMIC demeure le même. S'agissant des agents publics, ils vivent avec les mêmes salaires depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Les retraités vivent avec les mêmes pensions revalorisées et arrimées par Brice Clotaire Olignyema, alors que les pensions se doivent de subir des augmentations selon l'inflation de la vie. C'est tout ça là que nous devons regarder. Puisque la volonté du ministre de l'économie, ministre d'État de l'économie, c'est de créer une guerre, permettez-moi de le dire ainsi, parce que cette mesure-là, il fallait qu'on s'asseye d'abord pour évaluer ce que l'État doit d'abord aux travailleurs. L'État doit beaucoup de choses aux travailleurs. Avec ce que l'État nous doit, pour ne parler que des rappels soldes, pour ne parler que des avancements qui ont été gelés, qui sont estimés, les rappels soldes aujourd'hui, c'est environ 75 milliards. 75 milliards. Les avancements qui ont été gelés, c'est environ 61 milliards. Les dommages et intérêts dus aux services rendus non payés, condamnés par le Conseil d'État vis-à-vis de l'État, les services rendus qui sont en 81 milliards. Le gouvernement, s'il voulait bien faire, si l'homme, le banquier de l'économie voulait bien faire, il devait faire asseoir les partenaires pour qu'on propose, un temps soit peu, les pistes de solution. Ça fera du bien, s'il vous plaît, ça fera du bien à un travailleur de dire, bon, vous me devez les rappels sols à hauteur de ceci, plutôt que de me les donner, je mets cela à contribution. Peut-être que la charrue, dans 3 ans... peut-être que la charrue a été mise avant. Non, ce n'est pas peut-être. Ce n'est pas peut-être. Le ministre de l'économie, fera une communication dans les prochains jours. Le ministre de l'économie, afin de permettre aux populations de mieux saisir. Le ministre de l'économie n'a jamais été dans le besoin. Il n'a jamais été dans le besoin. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la famine. Le ministre de l'économie ne sait pas combien de temps prend un fonctionnaire, un travailleur pour construire une maison. Pierre Mensah, ne faisons pas dans le populisme. C'est pas le populisme, le gouvernement initie des politiques publiques allant dans le sens de l'amélioration des cadres de vie des populations. Vous avez dressé un tableau. Augmenter une taxe supplémentaire alors qu'on doit lutter contre la vie chère. C'est cela? Vous avez dressé un tableau qui est plutôt sombre sur le plan social en ce moment, notamment en ce qui concerne la vie chère. Mais on imagine évidemment que le ministère de l'économie va se faire le devoir de pouvoir mettre sur la place publique toutes les modalités pratiques qui doivent comprendre le bien fondé de l'instauration de cette taxe forfaitaire d'habitation, évidemment. Donc on attend le détail du ministère de l'économie et des finances, des techniciens du ministère, afin que les populations saisissent peut-être la portée de cette initiative prise par le gouvernement et qui devrait rentrer en vigueur à partir de l'année 2026. Donc on attend dans les prochains jours, évidemment, ces explications techniques
de la part du ministère de l'économie sur cette taxe forfaitaire d'habitation. Un autre sujet a été abordé lors du Conseil des ministres du 4 décembre dernier, relatif évidemment à cette opération initiée toujours par le ministère de l'économie et des finances de la dette des participations chargée de la lutte contre la vie chère, sur un audit initié, le recensement exhaustif du patrimoine immobilier de l'État et l'inventaire des compteurs d'eau et d'électricité dans la province de l'Estuaire menés strictement conformément à la décision du Conseil des ministres du 30 mai 2025. On fait d'abord un point. L'audit des engagements locatifs de l'État portant sur 91 baux dont le coût mensuel excède 500 000 francs CFA, toutes taxes comprises. 500 millions. 500 000. Toutes taxes comprises, pour un engagement annuel total de 24 milliards 666 millions 472, voilà, à relever des anomalies significatives. Donc, l'audit, l'opération a relevé des anomalies significatives, inoccupation prolongée de bâtiments, vétusté des infrastructures, surévaluation des loyers et manquements fiscaux, notamment l'IRPP aussi, 24 baux concernant des bâtiments vétustes et inoccupés pour un coût annuel de 2 milliards 293 millions et poussières, et 67 contrats qui présentent des défauts de paiement de taxes induisant un préjudice fiscal de 3 milliards un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Et le Conseil a donc décidé la mise en œuvre immédiate de mesures correctives confiées au ministère en charge de l'économie et des finances et aux départements concernés, incluant la résiliation ou renégociation des baux, la régularisation fiscale et le recouvrement des montants dus, avec une économie annuelle potentielle estimée à plus de 8 milliards de francs CFA, et a recommandé l'extension de l'audit à l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça m'inspire déjà de féliciter. Il faut féliciter le travail professionnel réalisé par les experts de la task force dédiée à la matière. C'est un travail vraiment très professionnel qui a permis de mettre en évidence l'une des phases d'escroquerie à grande échelle dont l'État a été victime. Le phénomène des baux fantômes est une manifestation, je vais dire, de grande ampleur de la manipulation financière, de l'évasion fiscale. Vraiment, c'est une traduction parfaite d'un système de corruption en bande organisée. Voilà que des milliards sont dépensés par l'État dans ce qui n'existe pas, dans des bâtiments qui n'existent pas, dans ce qui n'est pas réel, qui n'est pas palpable. Et quand on va faire les enquêtes, ces enquêtes déterminent une complicité des agents publics avec les détenteurs de ces faux baux. C'est un scandale financier de grande ampleur. Moi, je pense qu'il faut des mesures très fortes. Il faut d'abord déterminer la chaîne de corruption, quelles sont les implications, les acteurs qui sont impliqués dans cette chaîne, et sanctionner. Sanctionner avec la plus grande fermeté. À la limite, même confisquer des biens, confisquer, renforcer les enquêtes. Approfondir, je suis tout à fait d'accord avec la nécessité d'approfondir les enquêtes, les évaluations de l'évaluation globale de cette affaire au niveau de toute la République. Mais Libreville, je crois que le travail n'a pas été fait, n'est pas exhaustif. Il faut aller en profondeur pour rechercher, déterminer vraiment l'ampleur du phénomène. Le phénomène est déjà là. C'est des centaines, c'est des milliards de francs CFA qui ont été engloutis dans ce qui n'existe pas, dans une forme d'escroquerie en bande organisée. Les auteurs de ces actes-là doivent être sévèrement punis et sanctionnés. L'État doit être implacable face à la corruption, tolérance zéro. Il faut supprimer ce qui n'existe pas, il faut contrôler les baux qui existent, voir s'ils sont fiables, voir s'il n'y a pas d'anomalie. Voilà en profondeur. Mais déjà,
féliciter le travail qui a été fait par la taxe forte. C'est un travail professionnel qui permet à l'État, comme vous l'avez dit, de pouvoir économiser jusqu'à 8 milliards de francs CFA. Mais le préjudice est là. Il se compte peut-être par centaines de milliards de francs CFA depuis plus de 30 ans, 40 ans que ce phénomène est entretenu. Que cette escroquerie, même des morts, des choses qui n'existent pas sont facturées, des logements qui n'existent pas, des bâtiments qui n'existent pas. On vous dira que le siège de la police appartient à un individu, ce qui est tout à fait faux. On vous dira peut-être que même la présidence de la République appartient à un individu. C'est un scandale. Je pense, j'invite respectueusement les autorités, le gouvernement de la République, vraiment à amplifier les enquêtes, le travail d'expertise, le travail d'évaluation, le travail de ces enquêteurs de la taxe forte pour que le Gabon sorte vraiment de cet engrenage qui coûte des milliards de francs CFA à l'État, qui provoque un préjudice financier d'une ampleur sans précédent. Et on aurait pu injecter cet argent-là dans la construction des logements. Dans la construction des logements. Si on met 10 milliards de francs CFA par an, on peut construire au moins 1000 logements par an. On peut résoudre de façon significative, vraiment réduire de façon significative, je veux dire, le déficit en logement social le déficit en logement dont souffre le Gabon. D'accord. Pierre Mintsa, alors donc les premiers fruits de cet audit initié par le gouvernement il y a quelques mois maintenant, en ce qui concerne le patrimoine immobilier de l'État, quelle est votre réaction justement par rapport à ces premiers chiffres qui ont été rendus publics lors du Conseil des ministres du 4 décembre dernier? Ce travail est à féliciter. Il est vraiment à féliciter. Permettez-moi, il y avait encore certains Gabonais qui se posaient la question de pourquoi la libération? Pourquoi le coup de libération le 30 août 2023? Voilà une des réponses à cette question-là. C'est-à-dire, nonobstant les éléments de réponse qui ont été donnés quand il y a eu le coup de libération, voilà une autre réponse. Ça veut dire que les Gabonais doivent comprendre que le coup de libération a été vraiment justifié sur tous les plans. Sur tous les plans. J'aime faire des comparaisons. Quand on parle de 1960 à 2009, l'administration gabonaise n'était pas aussi locataire que cela. De 2009 à l'arrivée des militaires au 29 août 2023, nous avons vu pendant cette période comment les ministères ont déménagé de leurs immeubles pour aller être locataires dans des chambres d'hôtel et compagnie. Vous voyez, nous avons vu cela. Un ministère de souveraineté comme les affaires étrangères, il a démissionné, il s'est délogé de son site mythique pour aller être locataire à Battery 4. La question, tout cet argent qui est versé au propriétaire de cet immeuble, cet argent ne pouvait-il pas permettre la réhabilitation de l'immeuble des affaires étrangères? Si, ça pouvait le faire. Sinon, cet argent pouvait même faire mieux. Donc, la première question que nous devons nous poser, à qui appartiennent ces immeubles? Si le relais, la propriété réelle, les propriétaires réels de ces immeubles. Si le lien est fait que les propriétaires réels de ces immeubles sont ceux-là qui ont été aux affaires et qui ont incité les administrations à déménager, il y a un préjudice qui a été causé. À cet instant-là, nous pouvons encore nous poser une deuxième question. Avec quels moyens vous avez construit tous ces immeubles? Si ce n'est pas justifié, vous savez, le premier salaire de la fonction publique commence par 150 000. Premier salaire. Catégorie C. Quand vous commencez le travail, vous êtes en catégorie C, votre premier salaire est de 150 000 francs. Quand vous êtes en A1, au sommet de la catégorie, vous êtes à l'indice 2244, votre salaire est de 1 122 000. Donc, comment quelqu'un qui a peut-être 1 122 000 va se retrouver avec autant d'immeubles?
On se pose des questions. Et la réponse à cela, c'est il n'a pas utilisé son salaire pour avoir ses immeubles. Il est passé par voie de détournement des deniers Blanchiment des publics. capitaux. Il est passé d'abord par voie de détournement des deniers publics et ensuite blanchiment des capitaux. À cet instant-là, la période qui a beaucoup plus marqué les gens, c'est de 2009 au 29 août 2023. Ça veut dire que nous devons obligatoirement mettre fin à cela. Et pour mettre fin à cela, il faut sortir de l'impunité. Bon, aujourd'hui, il y en a qui posent même encore des questions. Puisque quand le coup de libération est arrivé au 30 août 2023, on nous a présenté les mallettes d'argent qu'on a ramassées dans les cuisines et compagnie et autres. Certains se posent la question, cet argent est allé où? Mais je dirais à ces personnes-là, allons-y voir l'utilité de cet argent. La mise en place, la sortie de terre de la cité Émeraude, la sortie de terre de la cité de la démocratie. Allons-y regarder. Le bâtiment, l'hôtel des affaires étrangères aujourd'hui, je félicite Onanga Ndiaye, parce qu'il a su que ce bâtiment nouveau, l'hôtel des affaires étrangères, appartenait déjà à un individu, avait été vendu à un franc symbolique. Avec Brice Clotaire Olignement, nous avons fait la récupération de ce bâtiment. Allons-y voir. Ça ressemble au ministère des Affaires étrangères. Regardons en face de ce bâtiment, ministère des Affaires étrangères. Regardons tous les immeubles qui poussent là. Qui pouvait s'imaginer qu'en quelque temps, s'agissant donc des baux administratifs, mon Dieu, mais c'est beaucoup de centaines de milliards si on va du fait que de 2009 à nos jours, beaucoup de centaines de milliards. Dans ces baux, il y a les baux fantômes. Ça veut dire que les maisons n'existent même pas. Mais il y a eu l'alignement parce que ceux qui ont fait l'alignement des baux fantômes étaient dans l'exécutif. Ils détenaient les différents cachets qui sont appelés le cachet, le visa de conformité et le visa d'opportunité. C'est une opération à féliciter. Alors, toujours sur ce point, on va évidemment, je vais revenir vers vous, Georges Opaga, juste préciser également que le communiqué final du Conseil des ministres du 4 décembre dernier a également tenu à donner quelques précisions dans le cadre notamment de ce recensement du patrimoine immobilier de l'État. 878 parcelles appartenant à l'État ont été identifiées, dont 392 titrées et 426 à régulariser, avec 128 parcelles occupées illégalement et 38 réserves foncières, dont 24 squattées. Il faut savoir que l'inventaire des compteurs d'eau et de l'électricité a identifié 276 compteurs d'eau et 448 compteurs d'électricité, certains alimentant plusieurs bâtiments avec un nombre significatif de compteurs délabrés, 62 pour de l'eau et 105 pour l'électricité. Des branchements directs anarchiques ont été constatés présentant des risques d'électrification et d'incendie. La dépense en eau a augmenté de 18% entre 2023 et 2024, passant de plus de 2 milliards à plus de 3 milliards de francs CFA en raison de l'absence de contrôle des facturations SCEG et du suivi des consommations dans les bâtiments de l'État. Oui, bon, je vais y revenir. J'insiste sur, par rapport à l'intervention de mon collègue Pierre Minsa, sur deux faits. Le fait le plus emblématique dans tout ça, c'est le conflit d'intérêts. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont détenteurs qui étaient détenteurs de l'action publique, qui devraient être poursuivis pour conflit d'intérêts. Oui. Le conflit d'intérêts est l'une des manifestations de la corruption. Elles ont profité de leur position dans le gouvernement ou dans les institutions pour se faire de l'argent, pour détourner de l'argent et pour prendre des intérêts au niveau économique, au niveau notamment par le blanchiment des capitaux. Ils ont détourné de l'argent, ils étaient à la présidence, ils étaient au gouvernement, ils étaient dans des postes de direction des grandes entreprises. Et ils ont blanchi ces ressources-là dans l'immobilier, d'où les centaines de maisons, de projets immobiliers, dont on ne peut pas justifier de la provenance des ressources qui ont permis de réaliser ces projets.
entre 2009 et 2023. Donc il est nécessaire pour la task force, que nous félicitons, qui a été mise en place par le chef de l'État, de poursuivre un travail, de poursuivre ce travail, d'approfondir les investigations, de mener en profondeur les études, les études liées permettant de déterminer vraiment l'ampleur du phénomène de blanchiment des capitaux. Et ensuite, après avoir constaté les différentes fraudes, les différentes manifestations de la corruption dans ce secteur-là, de confisquer, de mettre en place un système de recouvrement de ces avoirs qu'on appelle, dans le jargon des droits de l'homme, le produit du crime. Ce dont nous faisons allusion ici, c'est le produit du crime qui résulte d'un système de blanchiment des capitaux dans le bâtiment. Alors, maintenant, pour répondre à votre deuxième préoccupation, puisque nous sommes dans un échange, je pense que là, c'est un phénomène important qui a été également déterminé par le Conseil des ministres sur les questions que vous venez de soulever. La SCG, le fonctionnement de la SCG, les compteurs, etc., les abonnements, l'électricité. C'est aussi à l'intérieur que nous trouvons l'organisation des mafias. La SCG, n'oublions pas, est une nébuleuse. Justement. Et le communiqué est encore un peu plus clair. Oui. L'analyse des consommations électriques a mis en évidence des irrégularités majeures avec des pics anormaux de facturation, notamment en mai 2023 et entre juillet et août 2024, conduisant à une augmentation cumulée anormale de 84 milliards 699 millions et poussière. C'est une société qu'il faut... C'est une... Est-ce que ça veut dire qu'il y a des complicités, c'est ça, non, au sein de la SCG? Il y a des facturations parallèles. Il y a un système parallèle de facturation à la SCG. Il y a les facturations officielles reconnues, mais il y a des mafias que les agents de la SCG. À l'intérieur de la SCG. En complicité avec les responsables administratifs. En complicité avec qui sont organisés, qui ont des sociétés parallèles. Oui. Et dont les ressources ne passent pas par la trésorerie officielle de l'entreprise. Il y a une trésorerie, il y a un système parallèle. Il y a une mafia qui tourne autour de la facturation de la SCG. Donc il faut démanteler cette entreprise de mon point de vue. Il faut la démanteler. À la limite, faire du nettoyage. Il faut un coup de balai. C'est l'une des principales causes de la faillite en matière de gouvernance de la SCG. Ce phénomène. Ce phénomène qui comporte vraiment des manifestations aussi gravissimes, avec un manque de contrôle, une perte de contrôle, une sorte de mafia. Donc c'est une compagnie qui est gérée de façon chaotique, qui favorise le chaos pour entretenir vraiment cette mafia-là. Il faut agir de façon chaotique. C'est la théorie du chaos qui permet aux mafias de profiter des dividendes. Pierre Mensah. Monsieur Ange, moi j'aime parler des cas concrets. Je suis agent des affaires sociales. Les directions générales de ce ministère sont logées à Mbatavea dans un immeuble où le propriétaire de l'immeuble n'est jamais au Gabon. Et à chaque 6 mois, il y a un incendie qui éclate au niveau de cet immeuble-là, où sont logées les directions générales du ministère des Affaires sociales. Je crois que quand on regarde, ça doit faire 49 millions par mois. 49 millions par mois. Je ne sais pas pourquoi les autorités s'y plaisent à être dans un bâtiment. Ça veut dire, quand il y a incendie, quand le bâtiment prend feu, vous ne pouvez pas joindre directement le propriétaire. C'est un représentant qui vous parle au téléphone. Donc, vous voyez que c'est une complicité entre le ministère des Affaires sociales, parce que ce sont eux qui sont allés chercher ce bâtiment qui prend feu à tout moment. Encore que le ministère des Affaires sociales, si on nomme un ministre ou un directeur général, il n'est pas responsable de la gestion du bâtiment. Il y a une direction générale du patrimoine de l'État qui existe. S'il vous plaît. Donc c'est le patrimoine qui a la responsabilité de la gestion. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça, monsieur le journaliste. Le patrimoine, oui. Je dis bien le patrimoine, oui. N'oublions pas que hier, ce n'était pas encore une direction générale du patrimoine, c'était encore une simple direction.
Mais ces bâtiments-là ont été choisis par les services, par les ministères sectoriels. Je vous le dis. À l'époque de Mme Léon Paul Ngoula, qui est Mme Karine, ce n'était pas aussi coûteux comme ça. Ce qui fait que les affaires sociales ne peuvent plus accomplir leur mission régalienne, apporter de l'aide aux nécessiteux. Parce que tout l'argent passe dans la location. Imaginez un seul instant, les affaires sociales avaient des terrains au PK12, mais ces terrains ont été envahis par les riverains, du fait que les affaires sociales n'arrivaient pas à investir. Les mêmes affaires sociales qui n'arrivaient pas à investir sur leur propre terrain préfèrent des locations qui coûtent 49 millions par mois. 49 millions par mois multiplié par 12. Vous voyez ce que ça fait? C'est beaucoup d'argent qui pourrait permettre aux affaires sociales de mieux fonctionner et de procéder aux différents... À qui profitent ces crimes? Ça veut dire qu'il y a une complicité. 2009-2023, on a vu les administrations quitter leurs bâtiments administratifs pour préférer être des locataires. Aujourd'hui, ces bâtisses-là appartiennent à qui? Ce sont des noms écrans. Vous voyez, ça devient une culture au Gabon. On monte les sociétés écrans, on monte les projets écrans, on fait les noms écrans, tout devient écran. Et quand on dit écran, ça veut dire pendant de 2009 à aujourd'hui, le Gabon a été piloté dans un mensonge profond. Société écran veut dire... Voilà, écran veut dire le mensonge. D'accord. On va ouvrir le troisième et dernier tiroir de notre édition spéciale pour revenir sur un sujet qui fait également l'actualité depuis plusieurs mois maintenant dans notre pays en lien avec la lutte contre la corruption. Il y a quelques jours encore, un pavé a été jeté dans la mare par un média, Mediafrique News, qui a révélé la disparition de 10 milliards de francs CFA ou un peu plus de 10 milliards dans les caisses du ministère du Tourisme. Jusque-là, la presse ça fait large écho justement de cette actualité sans qu'il y ait une communication officielle, notamment de la part du parquet sur cette actualité. Qu'en est-il exactement? Est-ce que les médias sont allés un peu trop vite en besogne? Toujours est-il que l'on s'interroge évidemment sur ce nouveau feuilleton en lien avec des malversations financières, puisque par voie de presse aussi, Georges Opagan, on aurait appris que certains collaborateurs proches du ministre du Tourisme auraient été entendus par des services de la direction de la contre-ingérence, donc qu'on appelle B2. Alors, on n'en sait rien pour le moment par rapport à la véracité, mais toujours est-il que on parle une fois de plus de milliards, c'est 10 milliards de francs CFA, semble-t-il. On ne s'avance pas, mais comment vous réagissez, comment vous avez réagi quand vous avez appris cette information? Moi, je pense qu'en tant qu'expert de la lutte contre la corruption nécessite, en premier lieu, c'est un travail d'investigation. On ne porte pas des accusations de façon fallacieuse sur des gens. Quand on porte des accusations, il faut déposer sur la place publique, si c'est un média. Le média doit révéler, mettre sur la place publique les éléments pour étayer les accusations. Cela s'est vérifié par les différents scandales qui ont été révélés, par exemple les Panama Papers. On a vu comment des documents importants traduisant un système de corruption mondial, qui prenait en compte le Gabon, un système de blanchiment des capitaux, dont plusieurs Gabonais, opérateurs économiques gabonais, acteurs de notre pays, ont été identifiés dans ce système de corruption. Le procès qui vient de se dérouler, qui est en cours, qui va poursuivre certainement ses assises, a été manifeste un certain nombre d'une forte documentation. Des documents ont été fournis. Je veux bien qu'on puisse porter des accusations sur le ministre de la Culture, le ministre du Tourisme, mais il faut fournir des éléments. Quels sont les éléments? Quelles sont les preuves? Quels sont les faits? Mais les médias ne l'ont pas dit. Les médias n'ont fait que diffuser des informations. Je suis conscient que le président qui ne permet pas une tolérance, qui est dans une logique de tolérance zéro face aux corrompus, aurait pu agir contre son ministre si ces informations étaient étayées de faits concrets, palpables.
Il en a été de son directeur de département qui a été viré pour avoir participé à un acte de corruption vis-à-vis d'un opérateur économique étranger. Moi, je pense, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, qu'il ne faut pas, les médias qui se respectent doivent faire un travail en profondeur. D'investigation. D'un travail d'investigation, sinon ça frôle la dénonciation calomnieuse. J'ai été victime de ce même système. J'ai été, moi, en tant que principal défendeur des victimes de 2016, c'est moi qui ai conduit les opérations pour le compte des investigations pour la société civile en 2016. J'ai été l'interface avec les tribunaux internationaux, avec la Cour pénale internationale, avec les mécanismes des Nations Unies, de l'Union européenne et de l'Union africaine. J'étais l'interface. C'est moi qui ai mis en place, qui ai réuni les victimes et tout ça, qui ai organisé la question des violations de droits de l'homme. On m'a accusé que j'ai reçu de l'argent, que j'ai détourné de l'argent de l'Union européenne, que j'ai reçu de l'argent du gouvernement, sans aucune preuve. Alors que le gouvernement d'Ali Bongo n'avait jamais reconnu les faits. Un gouvernement ne peut pas mettre, qui ne refuse de reconnaître les faits, ne peut pas mettre des fonds à la disposition des victimes. Ces fonds-là, on les appelle les mécanismes de réparation. Il faut un fonds d'indemnisation des victimes. Lorsqu'on sort d'une grave crise qui touche les violations des droits de l'homme, on met en place un mécanisme d'indemnisation des victimes après une soi-disant, disons, si on a une démarche de réconciliation, on va vers la commission vérité et réconciliation. Si on a une démarche juridictionnelle, les tribunaux se prononcent. À partir de ce moment, on met en place un fonds d'indemnisation à la fin du processus. Mais pour ce qui est des crimes financiers, les crimes financiers découlent des investigations. Il faut des preuves. Il faut aller en profondeur. Il faut contrôler le système de flux financiers, les mécanismes par lesquels l'argent a circulé. C'est ce travail que les journalistes doivent faire. Et il faut nécessairement que les journalistes gabonais ce professionnalisme. Sortons de l'amateurisme. Évitons de porter des accusations sans véritablement les étayer par des preuves concrètes. D'accord. Ce qui est manifeste, c'est que pour le moment, le chef de l'État accorde toujours sa confiance à ce ministre incriminé. Je ne suis pas là pour le défendre, mais je constate que les accusations ne reposent sur aucun fondement jusqu'à ce jour. Et de même, le procureur de la République qui est chargé de conduire les enquêtes ne dit rien. Pierre Mensah, justement, comment on peut expliquer ce silence voulu apparemment par l'appareil judiciaire? Est-ce que la machine médiatique s'est trop vite emballée par rapport justement à la machine judiciaire qui, elle, prend le temps nécessaire qu'il faut évidemment pour pouvoir mener toutes les investigations, toutes les enquêtes possibles? Mais est-ce qu'à ce stade-là, vous pensez que quelques jours après que les médias ont fait l'annonce du fait qu'il y ait 10 milliards de francs CFA qui auraient été distraits des caisses du ministère du Tourisme, ensuite que cette information est devenue virale sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut s'étonner de la non-communication du parquet sur cette question? Merci Ange. Le parquet, ce sont les hommes responsables. Le parquet ne se base pas sur les on-dit. Le parquet fonde son argumentaire sur les faits réels. Et le temps des médias n'est pas le temps des hommes du parquet. Ceux du parquet prennent le temps pour analyser, pour vérifier si l'information est avérée. À cet instant-là, c'est une procédure qui sera mise en place. Je ne suis pas surpris du silence. Laissons la justice faire son travail. Peut-être que la justice est déjà saisie du dossier, mais que dans le dossier, il n'y a pas encore quelque chose de conséquent, il n'y a pas encore quelque chose de conséquent là-dedans. La justice fera son travail. Deuxièmement, le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, attache une importance particulière à la probité morale. Il mène une lutte sur la corruption. Il demande à tous l'exemplarité. Il ne peut donc pas tolérer
si les faits sont avérés, que quelqu'un qui aurait fait disparaître 10 milliards, que ce quelqu'un assiste encore au Conseil des ministres. Ça, ce n'est pas la moralité du chef de l'État. Il veut redresser le pays. Et redresser le pays, ça veut dire tolérance zéro. Ça, c'est sa logique que nous soutenons fermement. Je dis bien fermement. Parce que dans ces soutiens, il y a des soutiens réels. C'est nous. C'est vous. Vous, journalistes, qui parlez avec objectivité. Dans ces soutiens, il y a des soutiens occasionnels. Ceux-là qui soutiennent parce qu'ils sont assis sur un poste. Une fois ils ne sont plus au poste, ils ne sont plus les soutiens. Il y a aussi les courtisans. Il y a 3 types de soutien. Et tout ce que le chef de l'État va faire, allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail, allant dans le sens de la lutte contre les impunités, allant dans le sens de la lutte contre la corruption, nous allons soutenir le chef de l'État. Je termine donc en disant que pour me résumer, je crois savoir que nous avons déjà félicité le travail qui est fait par la Task Force sur le patrimoine mobilier. Nous soutenons. Mais il reste simplement un petit aspect dans ça. Un petit aspect. Les baux administratifs, voilà autant de milliards qui s'échappent du contrôle financier de l'État. Mais la même personne qui nous a présenté ça aurait pu aussi nous dire, parce qu'on parle là des fuites de capitaux, aurait pu nous dire aussi que toutes les entreprises qui ont bénéficié des exonérations, ça fait ceci. C'est ça que j'appelle une évaluation totale. Vous voyez? Une évaluation totale. Parce que toutes les entreprises qui ont bénéficié de toutes les exonérations, ces entreprises doivent désormais payer. Parce que nous devons renflouer les caisses de l'État. Et si toutes les entreprises qui ont bénéficié de toutes ces exonérations ont pu bénéficier de cela, c'est parce qu'elles étaient complices avec les carriéristes détourneurs de fonds publics qui ont été jugés tout récemment. Posons la balle à terre pour que, enfin, que le Gabonais reconnaisse vraiment que c'est vraiment enfin notre essor vers la félicité. Georges Opaga va terminer avec un aspect toujours en lien avec cette politique de lutte contre la corruption, tolérance zéro prônée par Brice Clotaire Oligui Nguema. On a dans d'autres circonstances et dans d'autres émissions fait le point sur ce que vous avez défini comme étant des mécanismes nécessaires, voire obligatoires à mettre en place au Gabon pour avoir un début de solution viable dans le cadre de cette politique de lutte contre la corruption. Oui, la première chose, comme l'a dit mon confrère Pierre Minsa, le brillant Pierre Minsa, merci. C'est la volonté politique. La volonté politique, l'affirmation de la volonté politique. C'est d'abord le projet de société du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui met en perspective, qui met aux premières loges la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la transparence dans la gestion des affaires publiques, et notamment dans le secteur extractif. C'est une volonté, c'est une affirmation d'une vision. Sur cette base, c'est le postulat de départ. Sur cette base, nous, en tant que soutien du président de la République, nous ne sommes pas des courtisans. Nous disons la vérité au président. Quand il sait qu'il faut faire pour lutter contre la corruption, il faut d'abord réformer la loi. La loi, c'est la priorité. C'est le travail du gouvernement que le président de la République dirige. C'est le travail du Parlement. Moi, en tant que parlementaire, je vais soutenir dans un premier temps une loi anticorruption. Oui. Il nous faut une loi rapidement, dans les 3 prochains mois. À partir du mois, il faut que d'ici le mois de février, mars, oui, la loi anticorruption doit être votée. Deuxièmement, il faut une loi sur le recouvrement, la détection et le recouvrement des avoirs. C'est plus de 20 à 30 milliards de dollars que nous pouvons récupérer à l'extérieur.
en termes de blanchiment des capitaux, de fuite de capitaux, de financement illicite, de transfert de fonds financiers, de flux financiers illicites, tout l'argent qui a été détourné au Gabon et qui a été qui est planqué à l'extérieur. Il y a des milliards au Gabon dans le bâtiment. Dans les comptes bancaires, on doit récupérer. Donc il faut une loi sur le recouvrement des avoirs. Il faut cette loi, il faut absolument cette loi. Ça, c'est les deux premiers chantiers. En ce qui concerne l'industrie extractive, parce qu'il y va de la souveraineté du pays. On parle aujourd'hui des minéraux critiques, des minéraux de transition, des terres noires, des terres rares, pardon. Les terres rares. Le Gabon en dispose. Le manganèse est un minerai de transition. Mais aujourd'hui, quel est le pouvoir du Gabon sur son manganèse? Il faut revoir, il faut remettre à plat tous les contrats. Tout l'ensemble des contrats du secteur extractif du Gabon, on n'en bénéficie pas. Il faut, on fait comment dirais-je, on remet les choses à plat. Il faut sur 100, nous prenons 70, les opérateurs prennent 30. C'est la préférence nationale. Les richesses appartiennent au peuple gabonais, n'appartiennent pas à la France, n'appartiennent pas aux compagnies étrangères. Les richesses du Gabon appartiennent au peuple gabonais, à la République gabonaise. Cela est affirmé dans le préambule de la Constitution. Par conséquent, il faut mettre en place une loi sur la transparence, la transparence des contrats. Il nous faut une loi ITUE sur la transparence des contrats. Quatrième proposition, le tribunal spécial anticorruption. Nous n'avons pas besoin de tribunaux comme les autres. C'est un tribunal spécial qui est chargé de traquer, de réprimer et de procéder au recouvrement des avoirs. Avec le mécanisme national qui sera mis en place, la loi. Le bras armé du gouvernement pour recouvrer les avoirs, c'est le tribunal spécial. Avec le concours de l'ANIF? Oui, mais il faut un tribunal. L'ANIF fait dans l'investigation, mais dans la détection, la répression, c'est le tribunal spécial. La détection, c'est l'ANIF. C'est son rôle, c'est sa mission, c'est son mandat. Mais le tribunal, avec des procureurs indépendants, recrutés sur la base des appels à proposition, qui n'ont aucune influence politique. Voilà ce qu'il faut faire. En dernier lieu, il faut relancer la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. C'est ce qu'il faut faire. Voilà les mesures concrètes. À partir de ce moment, nous allons récupérer de l'argent. Nous pouvons récupérer jusqu'à 20 milliards de dollars et reconstruire le pays avec cet argent. Mais pour récupérer de l'argent, il faut le mécanisme, il faut la loi sur le recouvrement. Comment nous allons gérer cet argent? Cet argent va être déployé vers quel projet, vers quelle procédure, vers quelle population, pour résoudre quel problème? C'est à ce niveau-là qu'il faut agir de façon professionnelle, de façon pragmatique et avoir une vision sur le développement du pays après avoir recouvré toutes ces centaines de milliards de francs CFA qui sont planqués à l'étranger. Cet argent peut permettre, est une source de développement pour le Gabon. Le Niger a récupéré plus de 15 milliards de dollars. Volonté politique, donc, selon vous, Georges Opaga, merci. Merci d'être... Il faut absolument une volonté politique. Nous pensons que la volonté y est. Nous allons travailler de concert avec le président de la République. Nous allons amplifier la communication. Nous allons échanger beaucoup avec lui pour que véritablement la République gabonaise aille vers cette vision-là de recouvrement des avoirs, les produits du crime, des centaines de milliards qui ont été volés doivent revenir au Gabon. Revenir dans les caisses de l'État. Merci beaucoup. Merci pour cette conclusion. Surtout, merci d'être passé sur le plateau de cette édition spéciale. Merci également à vous, Pierre Mensah, leader syndical. Merci beaucoup pour votre participation contenue, justement, par rapport à ces sensibilisations, ces nombreuses campagnes de sensibilisation menées sur le terrain, mais aussi votre accompagnement dans la bonne gouvernance dans notre pays.
Merci de nous avoir regardés. On reviendra sur ces différents sujets que nous avons abordés dans cette édition spéciale la semaine prochaine, évidemment, afin de continuer le débat sur ces questions qui préoccupent l'ensemble des populations dans notre pays. Merci de nous avoir regardés. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.